Vous êtes dans l'émission Justice et démocratie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Sujet du jour dans cette émission Justice et démocratie, l'héritage et ses conséquences juridiques. Comment se fait la succession après la mort d'un des parents? La question hante beaucoup de familles qui s'entre-déchirent pour le partage. Mais qui a droit? Comment cela se fait? C'est la question que nous débattons dans cette émission Justice et démocratie avec comme invité M. Bion Milimono. Il est auditeur de justice chargé des cours de droit. Il est à ma droite dans cette émission Justice et démocratie. Et avec lui, mademoiselle Fatmata Keita, elle est étudiante en licence 3 droit des affaires. Et monsieur Mamadou Ali Ousso est étudiant en licence 3 également, carrière judiciaire. Trois jeunes justement qui se veulent à la pointe du combat pour la promotion du droit. Mesdames et messieurs, vous êtes dans l'émission Justice et démocratie et très chers invités, vous êtes les bienvenus. Alors, la problématique, je l'ai dit, c'est la succession. Aujourd'hui, beaucoup de familles s'entre-déchirent pour le partage après justement le décès du chef de famille et la question hante beaucoup de familles et j'ai pensé justement ouvrir le débat sur cette question et je vous ai reçu dans cette émission Justice et démocratie. Alors, est-ce qu'il y a une problématique de la succession dans notre pays, la République de Guinée? Je vais commencer par vous, monsieur Milimono. On conçoit aussi que la notion de la succession, elle est méconnue parce que, a priori, les règles de droit sont méconnues. Donc il faut absolument contribuer à la vulgarisation des règles de droit pour que ces citoyens lambda qui hier ne connaissaient pas comment ouvre-t-on la succession, qui doit succéder, comment succéder et comment se fera le partage de la succession, la question de la femme qui a des enfants, la question de la femme qui n'a pas d'enfants. Alors quel est son sort? Quel est le sort de cette personne qui a bénéficié d'un testament? Voilà des problématiques sur lesquelles il faut absolument intervenir et qui nous a incité vraiment d'être là. Bon, quand vous parlez de succession, pour être plus pratique, on parle de l'héritage. Je pense que c'est plus accessible justement pour mes téléspectateurs. Donc il y a quand même cette problématique d'héritage parce que dans les villages, on estime par exemple que les femmes n'ont pas droit d'héritage, ce sont les hommes. Alors il y a à mon avis une discordance entre droit positif et droit coutumier. Alors comment est-ce que vous percevez cette problématique, mademoiselle? En parlant de cette problématique, il y a une différence, il y a un problème qui se trouve entre les deux communautés. Par exemple, ceux qui sont au dernier village de Conakry, à Yomou, et ils ne voient pas le droit de la même manière. Pour eux, il faut passer toujours par la coutume. La coutume par la répétition. Ce qui est répété, donc il se base toujours sur ça. Tandis que nous ici, on dit qu'il y a le code civil. Bien évidemment, le code civil est là pour pouvoir indiquer les directions à suivre dans les relations privées qui peuvent exister entre les personnes. Donc, en parlant de ce problème, je pense que tout simplement, on doit essayer de se conformer à la loi, à la règle juridique. Il faut passer par la vulgarisation de la règle de droit. Et c'est ce qui est important, s'agissant de cette question. D'accord. Monsieur Sow, par rapport à la même question. Ok, toujours par rapport à la même question, la problématique ici qui est liée au problème à la succession en Guinée. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que la Guinée ici a hérité le droit romano-germanique. C'est que le droit est là, mais il y a également l'influence de la coutume qui joue également un rôle très important dans l'évolution de l'histoire de la Guinée. En plus de cela, c'est que le droit est méconnu, comme l'a dit tout de suite mon professeur et mon collègue ici, c'est qu'il n'y a pas la vulgarisation du droit. Puisque en Guinée, voyons, quand on parle de justice en Guinée, quand il y a un problème, vous dites passons à la justice, tout le monde a peur. Parce que les gens ne savent pas réellement que le droit est là pour protéger la société et non pour les contraindre de telle sorte que même quand il y a un problème, personne n'ose aller ici à la justice. C'est qu'il y a une problématique parce qu'il y a l'influence de la coutume sur le droit positif guinéen, mais en plus de cela, le peu de droit qui est là aussi est méconnu par les gens. Je suis d'accord avec vous qu'on n'a pas connu une civilisation judiciaire. Nous avons connu une civilisation, à mon avis, coutumière, au point que c'est la religion, ce sont les pratiques quotidiennes justement qui font légion dans le comportement et dans le règlement même des contentieux. Alors, nous sommes en train de parler d'une question aussi importante justement que l'héritage dans les familles. Alors, justement, quand est-ce qu'on parle d'héritage, monsieur Milimono? Bon, on peut parler. On peut parler d'héritage lorsque les causes c'est justement par la loi, ces causes-là arrivent. En fait, on ne peut pas parler d'héritage en réalité lorsqu'une personne est vivante. Bien. Donc, ce qui revient à dire que
pour parler d'héritage, pour parler le partage de l'héritage, il faudrait d'abord que certaines situations interviennent. D'accord. Et ces situations, tout à l'heure, je crois que Mademoiselle Keita est mieux placée d'intervenir là-dessus. Je crois que la première situation d'abord qui doit nous inciter à parler d'héritage, c'est que la personne qu'on doit hériter, l'héritage laissé par cette personne, que cette personne est décédée. La mort. La mort. Il y a aussi la question qui est liée à des situations qui s'apparentent à la mort. C'est la question de l'absence, c'est la question de la disparition. Et très bizarrement, l'article 462, si lorsque vous y faites un tour, nous parle de l'extrême vieillesse. Donc, ce qui est déjà avec le projet du code, le projet du code civil, est en train d'abroger cette situation. Parce que cette situation est contraire à l'idée selon laquelle, en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc, on ne peut pas ouvrir la succession d'une personne en étant extrêmement vieille. Ce qui est aussi contraire au droit à la vie. Parce que la personne est vivante pour le moment, il ne faut pas ouvrir la succession. Donc, c'est pourquoi déjà... Donc, il y a la mort, voilà, l'absence. Il y a l'absence, et il y a l'incapacité due à l'âge, justement, il y a la disparition. D'accord. La disparition, par exemple, la loi prévoit combien de temps quand vous disparaissez sans trace? On peut, à partir de quel temps, justement, on peut ouvrir la succession? Voilà. Et si la mort constitue... Non, la disparition, c'est-à-dire vous disparaissez, pas physiquement par la mort, mais vous êtes introuvable. Je pense que la loi prévoit quelque chose. Effectivement, je crois que Mademoiselle Keita... Oui, d'accord, allez-y alors. Oui. En parlant de la disparition, nous devons comprendre que la disparition est définie à l'article 251, alinéa 2 du Code civil guinéen, qui dit que est disparu celui dont on a pu constater la mort. D'accord. Mais qui ne se trouve pas parmi nous. On trouve vraiment que cette personne ne voit pas de trace, qui est perdue par suite d'une catastrophe. Imaginons un tremblement de terre, quelque chose comme ça, un fait naturel, une calamité naturelle qui se produit. On ne voit pas la personne. Et à ce niveau, on va se demander, quand est-ce qu'il faut parler de l'ouverture de la succession? Mais alors moi je vous pose la question, quand est-ce en ce moment? Quand est-ce? Ici, c'est à travers un acte déclaratif de décès. Quand j'ai des actes déclaratifs de décès, on peut dire que c'est par exemple... Vous n'êtes pas sûr que la personne est décédée? On n'est pas sûr, oui. Il y a une prescription ici. Il y a une prescription trentenaire. En matière civile, la prescription, c'est le fait de... C'est l'écoulement d'un délai au-delà duquel on ne peut plus agir en justice, ou bien c'est l'écoulement d'un délai à travers lequel on acquiert la propriété d'une chose. C'est ce qu'on appelle l'acquisition ou l'usurpation. D'accord. Alors, Monsieur Sow, vous voulez intervenir par rapport à la question? Oui, toujours par rapport à la question, pour être un peu précis, et pour essayer ici d'étayer ce que ma soeur vient de dire. C'est que la disparition, d'abord, il faut ici noter que la disparition, c'est la situation d'une personne où s'est passé ici une situation très grave, de telle sorte que son corps même n'a pas été retrouvé. Donc c'est dans ce cas où on parle de disparition. Mais quand la disparition, c'est pas au moment dont la disparition est liée qu'on doit ouvrir ici la succession. Il y a un temps imparti. Oui, il y a un temps imparti. Donc premièrement, on a 3 ans d'abord et on présume que la personne est disparue. Plus de cela, on va attendre 15 ans pour réellement ici déclarer la disparition de la personne. Mais la date requise ici en matière civile, la prescription qu'a dit tout de suite ma soeur, est 30 ans. Lorsque les 30 ans sont ici écoulés et qu'on n'a pas eu la situation, la trace de la personne, mais donc ça on va peut trouver que même les héritiers sont morts. Alors on présume. Dans ces cas d'espèce, imaginez, il y a eu crash d'avion. Il y a eu crash d'avion, Monsieur X s'y trouvait, et on regarde que Monsieur X, c'est-à-dire le corps n'a pas été retrouvé. Dans cette situation, la loi n'a pas défini de période spécifique à partir de laquelle on peut ouvrir la succession. Mais en l'espèce, lorsque nous allons par analogie, on assimile le disparu à un mort. Donc quand on l'assimile à un mort, par conséquent, pour l'assimiler à un mort, parce que l'ouverture de la succession n'est pas automatique, il faut un acte qui certifie que cette personne n'est pas effectivement décédée. Mais c'est que sa vie est incertaine. Par conséquent, on va procéder à l'ouverture de la succession. Bien, d'accord. Maintenant, qui a droit à succéder qui? Quoi, quand et comment? Voilà, c'est très intéressant. Qui a droit à succéder qui? Parce que lorsqu'on touche la notion de la succession, déjà quand un peu Mademoiselle Binta intervenait, la succession c'est succéder du latin, si vous voulez, c'est venir à la place de quelqu'un. Oui, d'accord. Donc venir à la place de quelqu'un, ce quelqu'un-là doit être a priori décédé, absent, disparu ou bizarrement dans une situation d'extrême vieillesse. Qui a droit? Allons-y. Alors,
celui qui a droit à succéder, c'est celui-là d'abord qui a la qualité de succéder, qui est soit l'héritier, légataire ou bien l'État. Allons-y, c'est qui? Voilà. Donc celui qui peut succéder, c'est celui-là qui a rempli les conditions de successibilité. Allez-y, et soyez un peu plus explicite que votre professeur. Là. Oui, qui a droit à succéder? C'est une personne qui a rempli les conditions de successibilité. Est-ce que ce sont les enfants? Est-ce que ce sont les épouses? Est-ce que ce sont les parents ascendants? Est-ce que ce sont les parents descendants, pour être plus pratique? Ok. Les gens qui ont vocation à succéder, il y a de un, les enfants. D'accord. De deux, il y a les ascendants privilégiés, les ascendants et les collatéraux. Les ascendants viennent avant les descendants? Non, d'accord. Vous avez parlé des enfants, oui, d'accord. Oui, ce sont les enfants d'abord, les descendants. Oui, d'accord, allez-y. Voilà. Après les descendants, nous avons les ascendants. Oui, d'accord. Après les ascendants, il y a les on prend papa, maman, grand-père, grand-mère et voilà. Les ascendants privilégiés, c'est papa et maman qui sont les ascendants privilégiés. Ensuite, nous avons... Et s'ils ne vivent pas? Et s'ils ne vivent pas, là, ça se trouvera qu'il y a un décret qui n'est pas là. On va essayer de partager entre les autres héritiers, bien évidemment. Alors, ensuite, vous avez parlé justement des enfants, n'est-ce pas, et des parents. Est-ce que ce sont les seuls? Non, ce ne sont pas les seuls. Et qui d'autre? Il y a aussi ce qu'on appelle les légataires. D'accord. Ça, c'est par le testament? Oui, c'est par le testament. Ils bénéficient d'un legs. Et leur legs ne peut porter... C'est-à-dire que du vivant du chef de famille, il a fait un testament pour dire qu'il donne une partie de sa propriété à telle personne. Exactement. Cela atteste aussi? Oui. D'accord. Donc, c'est à travers ce testament, parce que dans l'ensemble des biens que laisse le décusé, je parlais de la personne qui est décédée, qui a laissé ses biens ici, et cette personne, c'est divisé en deux. Nous avons la quotité disponible qui est de 1/3 et la réserve héréditaire qui est de 2/3. La chose... le testament ne peut porter que sur la quotité disponible. Ça ne peut jamais porter sur la réserve héréditaire. Comme son nom l'indique, la réserve héréditaire ne concerne que les héritiers, pas du tout les légataires. Oui, d'accord. Vous voulez... Ok, pour être un peu clair aussi, les personnes ici qui sont appelées à succéder, on est à première vue d'abord, parlant de la succession, on parle des héritiers. Et parlant des héritiers ici, on fait trait aux descendants, c'est-à-dire les enfants. Non, on est d'accord, c'est ça, évolue. Oui, mais à côté de cela, on a également les ascendants. Mais comme le droit est là pour résoudre le problème, mais il peut arriver parfois que la personne qui est décédée n'a ni de descendants, n'a ni d'ascendants. Donc l'État également peut venir succéder à l'absence de ces personnes. Si la personne décédée n'a pas d'enfant, il n'a pas de parents, c'est l'État qui devient le dernier successeur. Le dernier successeur, c'est l'État. Donc l'État aussi est appelé à succéder. Donc on est d'accord qu'il y a les enfants, il y a les parents et il y a l'État. Mais vous n'avez pas parlé des épouses. Il y a aussi la question du conjoint survivant. Exactement. Vous n'avez pas parlé des épouses. Oui, pour le conjoint survivant. L'épouse, je ne sais pas. Le conjoint survivant ici, il y a un régime spécifique ici qui parle sur le conjoint survivant. C'est quand vous prenez le mécanisme de la succession, les ordres, après les descendants, les ascendants, les collatéraux, vous allez voir enfin, on a en quatrième position, on a ici le conjoint survivant. Mais le conjoint survivant ici, c'est-à-dire ne se trouve pas au même degré que les autres. Donc la personne là a ici un régime très spécifique qui est totalement différent des autres. Oui, mais la loi, vous prenez je ne sais pas si le code civil actuel en vigueur l'avait prévu, mais l'ancien code avait prévu un 8e. Oui, il y a une distinction. Il y a une distinction, je vais tout à l'heure intervenir là-dessus. Il y a une distinction entre le conjoint, parce que le code civil assimile le conjoint survivant à une épouse, c'est-à-dire à l'épouse. Oui, d'accord. Parce que le code civil, on estime que c'est l'homme qu'on hérite. C'est la femme, voilà. C'est de l'homme qu'on hérite. Donc, le conjoint survivant, l'épouse, l'article 483 et 484, les deux articles ont fait la distinction entre cette épouse qui a des enfants et cette épouse qui n'a pas d'enfants. C'est que le projet du code civil même a abrogé. Pour le projet du code civil, qu'on ait d'enfants ou pas, on a droit à un 8e. Mais pour le droit positif qui est en vigueur, le conjoint survivant qui a qui a des enfants, en présence d'enfants communs et des descendants de premier degré, elle a droit à un 8e de l'héritage. C'est-à-dire que quand la femme a fait des enfants... Elle a fait des enfants. Ou alors quand la femme a fait des enfants avec l'homme... Avec l'homme. C'est-à-dire suivant n'importe lequel décède, c'est-à-dire l'autre hérite, n'est-ce pas? De un tiers, un 8e. Ça, c'est en présence d'enfants communs ou d'ascendants du premier degré. Oui, d'accord. Maintenant, lorsque la femme aussi n'a pas
eu d'enfants, c'est-à-dire la femme, elle est restée comme ça, elle est veuve, elle a fait par exemple dans 20 ans, 30 ans. La loi dit dans l'article 484, lorsque vous y faites un tour, vous allez comprendre que cette épouse qui a fait 20 ans ou 15 ans de mariage sans enfant, mais emprunté d'une vie conjugale de dignité et de crédibilité. Parce que la loi parle de dévouement. Est-ce que la femme, au moment où elle était là, est-ce qu'elle exécutait très bien les obligations découlant du mariage? Alors si elle accomplissait très bien ses obligations, la loi dit même si elle n'a pas d'enfant, quand elle a par exemple, elle a fait 20 ans au foyer, donc les 20 ans, chaque 1 an, chaque 5 ans, c'est comme si elle avait un enfant. Chaque 5 ans, c'est comme si elle avait un enfant. À 4 enfants. À 4 enfants, c'est ça le principe. Mais la loi dit qu'il ne faudrait pas que le nombre d'enfants total obtenus soit supérieur à celui de l'autre conjoint qui a des enfants. Lorsqu'elle a par exemple elle a fait 20 ans, les 20 ans là doivent être divisés par 2. Donc si c'est comme 4 enfants, donc les 4 enfants maintenant seront comme 2 enfants. D'accord, je voudrais justement qu'on s'attarde sur la question, parce que dans beaucoup de familles ici, il y a quand même que des femmes sont victimes, c'est-à-dire quand elles sont mariées, elles ont fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, elles n'ont pas fait d'enfants justement, et on estime que après le décès justement du mari, elles n'ont droit à rien. On vient tout simplement, on les fait plier bagages, on les renvoie justement paître. Est-ce que justement comment la loi se comporte par rapport à cette question, mademoiselle? Par rapport à cette question, on va d'abord se demander si les époux étaient dans un régime de séparation de biens ou bien... Non, je reste d'abord sur la femme, justement, sans enfant. Sur la femme sans enfant, bien sûr. Si elle n'a pas d'enfant. Parce qu'on dit d'abord, selon l'article 483 du Code civil guinéen, dont disait mon frère tout de suite là, on dit que la femme, en présence d'enfants communs, a droit à un 8e, n'est-ce pas? Mais s'il n'y a pas d'enfants communs, elle a droit qu'à un quart. Donc c'est le 1/4 qui est valable. Donc c'est ça la réponse. Si elle n'a pas d'enfant, c'est le 1/4. Mais comment ça s'est partagé? Parce que lui, il a invoqué la question de 5 ans, etc. C'est-à-dire qu'il y a quand même un temps qui est imparti. C'est-à-dire que si elle n'a pas fait d'enfant, elle est mariée, elle se sépare avec son mari à 4 ans, elle n'a pas droit justement d'héritage. Parce qu'il faut que les 5 ans soient atteints. Exactement. Maintenant, et chaque 5 ans correspond à un enfant. Mais pourvu que le nombre d'enfants qu'elle puisse, justement, si elle a fait 30 ans, ne dépasse pas, justement, celui de sa coépouse. De sa coépouse, si elle en existe. Est-ce que c'est cela, justement, la constance? On est d'accord sur cette... On est d'accord, oui. Alors, donc, il y a donc, pendant toujours, parlant de l'héritage, il y a un autre problème qui se pose dans notre société, parce que beaucoup de nos sœurs font des mariages, n'est-ce pas, coutumiers. C'est-à-dire ils viennent célébrer leur mariage à la mosquée. C'est-à-dire après le religieux, on leur délivre un papier et ils estiment que fondamentalement ce papier est légal devant la loi. Et d'autres vont, n'est-ce pas, célébrer devant l'officier de l'état civil. Et les juridictions, n'est-ce pas, abondent de contentieux à la matière, des femmes qui viennent, j'ai fait 5 enfants avec lui, c'est mon mari, et quand le gars décède, on lui demande justement l'extrait du mariage. Il n'est pas marié. Elle n'est pas mariée devant l'officier de l'état civil, on lui dit qu'elle n'est pas mariée, elle dit non, la justice là est pourrie. Moi j'ai fait 5 enfants, j'ai fait 3 enfants, le juge me dit que ce n'est pas mon mari. Toute la société se révolte. Alors est-ce que vous pouvez expliciter cette question? Il faut tirer de cette question... En parlant de cette question, on dira alors que l'enfant qui est né, les enfants qui sont nés, parce que vous avez parlé de plusieurs enfants, puisqu'on n'est pas parti au niveau de l'état civil. Je parle précisément de celle qui a célébré devant l'officier de l'état civil et celle qui a célébré à la mosquée. Voilà. Celle qui a célébré au niveau de l'état civil, là-bas, s'il y a des enfants, on sait que ça obéit à la règle de droit. Maintenant, celle qui a célébré au niveau de la mosquée, la loi ne reconnaît pas celle-là. Pourquoi je dis que la loi ne reconnaît pas? Même si le mariage religieux est permis plutôt dans le code civil guinéen, mais il faut que ce soit mis sur acte. On dit que il y a des conditions. Il y a des conditions. Ou bien, mais ça doit être complété par la signature au niveau de l'état civil. C'est-à-dire que si vous n'avez pas signé devant l'officier de l'état civil, la loi considère que vous n'êtes pas marié. Que vous n'êtes pas marié. La loi considère que vous n'êtes pas marié. Mais en parlant de la situation des enfants, je vous avais dit que l'enfant, que ce soit un enfant naturel,
un enfant consanguin, utérin, n'importe quel enfant a droit à l'héritage. Même les enfants incestueux. Même les enfants incestueux ont droit à l'héritage. Ça me presse d'en parler là, oui. Ok, à ce niveau, toujours pour un peu expliciter ce que ma soeur vient de dire, c'est que bien que la religion a une influence sur le droit, mais il ne faut pas ignorer également, quand vous prenez l'article 200 du Code civil guinéen, on dit tout mariage non célébré devant l'officier de l'état civil est nul et non avenu, c'est-à-dire qu'il ne produit pas des effets. Ce qu'il faut faire, il faut encourager nos sœurs, le mariage, d'aller ici célébrer devant l'officier de l'état civil. Sauf les mariages qui ont été contractés avant 1968. Avant 1968, absolument oui. C'est que bien sûr que, c'est-à-dire après la célébration devant l'officier de l'état civil, la permission est là. Si vous êtes religieux, si vous tenez beaucoup ici à la religion, vous pouvez passer à la mosquée ou à l'église pour aller également certifier. Mais ce que le droit nous impose, c'est la signature devant l'officier de l'état civil. Comme elle a dit, par rapport aux enfants, il n'y a pas de problème. C'est que si l'enfant est né pendant le mariage, hors mariage, cela n'a pas ici d'influence, puisque le code de l'enfant de l'an 2008 ici est venu mettre fin à la différence entre l'enfant naturel et l'enfant légitime. Donc les enfants n'ont rien à voir par rapport aux actes posés par ses parents. Et c'est par rapport aux enfants ici, c'est par rapport aux femmes, j'allais dire, qu'il y a ici une petite problématique. Si un mariage n'est pas célébré devant l'officier de l'état civil, ce mariage-là est considéré en droit guinéen comme un mariage nul et non à venir qui ne peut pas produire des effets devant la loi. Voilà, 2 minutes juste et je reviens vers vous. Université Roi Mohamed VI, l'une des plus majestueuses universités privées de Guinée. Connue par tous et reconnue dans le monde, elle s'impose à travers ses bâtiments flambant neufs et son programme d'enseignement régulièrement revu pour mieux les adapter au marché de l'emploi. Pour cette année 2017, l'Université Roi Mohamed VI met à votre disposition ses formations en programme juridique, sciences économiques, école des BTS, école polytechnique d'ingénieurs. L'Université Roi Mohamed VI dispose aussi d'un campus à Kemsar qui offre des formations en droit minier, administration minière, économie minière, environnement et sécurité industrielle, exploitation minière et géologie appliquée. Elle offre aussi à ses étudiants la possibilité de bénéficier d'une formation et d'un cycle d'études dans nos universités partenaires, l'Université Hassan Ier de CA, École nationale des mines de Rabat, Institut des mines de Marrakech et l'Université de Makeni en Sierra Leone. Pour profiter de ce programme exceptionnel, venez vite vous inscrire à l'Université Roi Mohamed VI, Sizaïm Bayatanouri, commune de Ratoma. Université Roi Mohamed VI, la formation des élites pour le culte de l'excellence. Oui, alors vous voulez intervenir oui, pour pouvoir mieux éclaircir la situation. Oui. Un enfant simplement conçu a vocation à succéder à chaque fois qu'il y va de son intérêt. Ça signifie que l'enfant qui se trouve dans le ventre de sa mère, lui aussi peut succéder. Tout cela, c'est pour te dire que l'enfant, quelle que soit la manière par laquelle l'enfant est venu. D'accord. Monsieur Milimon, on va expliciter cette question aussi parce qu'elle pose beaucoup de problèmes dans notre société. Il y a un monsieur, justement, qui a fondé un foyer, mais avant de fonder ce foyer, il avait fait des enfants ici et là. Et à des moments, n'est-ce pas, quand il est question, justement, de faire appliquer les bénéfices de la loi, on estime que ces enfants qui ne sont pas du foyer, qui n'ont pas été, n'est-ce pas, conçus dans les principes, n'est-ce pas, légaux du mariage, n'ont aucun droit. Ou alors on crée même justement, parfois même, des disparités, n'est-ce pas, et ce qui crée des frustrations, et certains parlent d'injustice. Alors, pour ces cas du genre, comment est-ce que vous explicitez cette question? Toujours c'est la même problématique. L'on pense en droit guinéen que la coutume prime sur le droit. C'est justement pour cette raison que nous sommes là. Il faudrait que nous procédions à la vulgarisation des règles de droit pour que le citoyen lambda puisse connaître ses droits et ses devoirs. Bien. Quand il connaît maintenant ses droits, je crois qu'il ne va pas se laisser berner. Alors dans cette situation, le code de l'enfant dit tout enfant. Donc la règle de droit a un caractère impersonnel et général.
tout enfant revient à dire quoi? Que l'enfant soit un enfant naturel ou un enfant légitime, tout enfant a droit à la succession. Alors dans cette situation, la succession, l'enfant ne doit pas subir les conséquences affectées par ses parents. Ce n'est pas lui qui a choisi d'être naturel, ce n'est pas lui qui a choisi d'être légitime. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Alors par conséquent, c'est justement les parents qui sont concernés, mais l'enfant aura droit à succéder. Justement sur la question sur laquelle ils intervenaient tout à l'heure, lorsqu'on touche la question de la famille, il faut d'abord mettre l'accent sur le fait que le droit patron de la famille ne fait plus de disparité entre les enfants. Ça, c'est d'abord un. Le droit patron de la famille aussi établit les conditions dans lesquelles une personne qui est certes est dans une situation peut devenir polygame, parce que la polygamie est certes interdite, mais la loi ouvre des brèches selon lesquelles on peut devenir polygame. Il y a des conditions qui sont établies par la loi. Donc l'enfant, qu'il soit naturel ou légitime, a droit à la succession. Donc voilà un peu ce problème-là qu'il faut absolument soulever. Maintenant, je pense que, je ne sais pas le code civil en vigueur, mais en fait, il y avait des dispositions qui disaient que les enfants, par exemple, incestueux, n'avaient droit qu'à des subsides. À des subsides, oui. Je ne sais pas si cette disposition est encore en vigueur. La disposition, elle est toujours en vigueur. Vous qui êtes dans des universitaires. Bien entendu, la disposition est toujours en vigueur. La question des subsides, cette fois-ci, ce sont des avantages que l'on peut tirer de la succession. C'est-à-dire, cet enfant qui, en principe, devait hériter comme tous les autres enfants, mais la loi, dans cette situation, dans le partage de la succession, la loi part d'un principe pour aboutir à une exception. Le principe, c'est que l'enfant a droit à la succession. Donc, par conséquent, l'enfant ne sera pas exclu de la succession. Oui, mais quand même, il y a quand même une cette situation de subside, bien sûr. Parce que lui n'a pas les mêmes droits, justement, que les autres. C'est justement cela. Il a droit de succéder. Alors que vous l'avez dit, dans les principes généraux, on dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre... L'enfant n'a pas été victime, justement, de ce qui lui est de sa situation. Bien entendu. Mais on lui accorde simplement des subsides. Je ne sais pas si le code civil, actuellement en hibernation à l'Assemblée nationale, si elle a tiré les conséquences. Les conséquences ont été tirées parce que le code de l'enfant est en révision. Je crois bien entendu qu'il est déjà, en vigueur ou pas. Parce qu'il y a un autre code de l'enfant de 2008 qui est en train Évidemment, il y a des conventions aussi. Voilà, qui est en train d'être révisé parce que la Guinée a signé des conventions qui doivent absolument faire l'objet d'incorporation dans les différents codes pour permettre leur applicabilité. Donc, dans cette situation, on va analyser sur la question toujours de l'enfant incestueux. Est-ce que c'est l'enfant qui a choisi d'être incestueux? Voilà la question. Ce n'est pas l'enfant qui a choisi d'être incestueux. Donc on ne peut pas imputer les conséquences des parents aux enfants. Donc moi j'estime dans cette situation que si l'enfant déjà a droit de succéder, qu'on élimine la situation des subsides. Qu'il succède au même titre que les enfants qui sont supposés être légitimes. Bien, donc maintenant restons sur, nous avons évoqué les principes, on va voir un peu la problématique justement de l'applicabilité de tous ces principes. C'est vrai que la loi, vous l'avez dit, est d'ordre général, mais il y a aujourd'hui que, n'est-ce pas, il y a des disparités, n'est-ce pas, opérationnelles entre ville et campagne. Il y a des villages où il n'y a même pas d'officier d'état civil, où fondamentalement pour aller célébrer un mariage, il faut parcourir 4, 5, 6, 7 kilomètres pour aller trouver un officier, alors que ces localités abondent par exemple de choses, comment on appelle ça, des religieux. Qu'est-ce que vous comprenez? Donc, je voulais parler précisément de mosquées. Donc, comme pour dire que la quasi-totalité des mariages sont célébrés dans les mosquées. Et ces localités sont victimes. Comment est-ce qu'il faut régler cette... je ne sais pas comment est-ce que la loi se comporte par rapport à ces situations inopérationnelles dans les villages. Il faut aller sur la base d'un principe. Nul n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est un principe général. Dès que la loi entre en vigueur, dès qu'elle est promulguée, elle est exécutoire. Et dès qu'elle entre en vigueur, elle a été publiée, elle est exécutable. Par conséquent, on suppose que tous les citoyens, analphabètes ou non, sont supposés connaître la loi. Mais il y a un principe qui est posé, c'est qu'il appartient à l'État de procéder à la vulgarisation des règles de droit dans toutes les langues, même dans les langues nationales. Ce n'est pas que les gens ne connaissent pas, hein. Parfois ils connaissent, mais justement il y a que les cadres manquent dans ces localités-là.
C'est surtout cela. Mais là, je crois même s'il faut imputer le problème à l'État, mais il va appartenir à la personne qui veut matériellement. L'officier de l'État civil, il n'y a pas quand même de substitution possible, par exemple, que ce soit les maires. Je ne sais pas si le code des collectivités n'a pas prévu, n'est-ce pas, une dispensation par rapport à ça, des péréquations possibles. Ok, à ce niveau, et comme Diallo venait de dire, c'est qu'il faut un peu faire la distinction entre la morale et la règle juridique et le droit. C'est que vous dites dans les campagnes, c'est qu'il n'y a pas d'officier d'état civil, donc pour se déplacer, donc ça cause un peu de problème. Ouais. Mais ce que mon professeur vient de dire, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. C'est pourquoi on dit parfois la loi n'est pas juste. Ouais. Donc on va l'appliquer dès lors qu'il est dit que tout mariage non célébré devant l'officier de l'état civil est nul et non à venir. Donc il va revenir maintenant aux personnes qui vont éventuellement ici se marier, de mettre tout en œuvre. On a évoqué les principes, on est d'accord sur les principes, on est sur le terrain de l'applicabilité, la problématique qui s'oppose. Parce que c'est important aussi à travers vos différentes interventions que les décideurs justement prennent conscience de cette situation et qu'on essaie justement d'en tirer les conséquences. D'en tirer des conséquences pour améliorer cette situation. Moi je pense que ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas facile. L'État c'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est tout le monde. Ce n'est pas une excuse. Toute personne qui voudra vraiment tomber sous le coup du régime matrimonial, respecter la loi, doit créer toutes les conditions, comme vient de le dire tout à l'heure mon étudiant, pour faire en sorte que le mariage qui sera célébré soit un mariage qui entre dans le cadre juridique. De la légalité. Parce que dès lors que l'on connaît que tout mariage qui n'est pas célébré devant l'officier de l'état civil est présumé être nul et de non avenu, et que le mariage juridique, le mariage devant l'officier de l'état civil précède le mariage religieux. Il faut être clair en la matière. Vous savez pourquoi mon inquiétude? La quasi-totalité de nos lois, la Guinée est l'un des pays les plus avancés, je l'ai tout le temps dit, en matière de législation. Mais l'application pose problème. Et cela fait pas, ces réalités dont je viens de faire état font partie justement du fait que beaucoup de nos lois sont déchéantes. Bien entendu, Parce que sur le terrain, il y a des gens, il y a des villageois qui ont fait 30 ans là-bas, qui ne connaissent même pas ce que toi et moi nous parlons. Et il faudrait justement, on dit, rapprocher la justice des justiciables. À ce niveau, il y a un problème, je ne sais pas comment est-ce que vous le percevez au niveau des universités. Voilà, le problème il est perçu de façon plus ou moins ambiguë, parce que moi je pense qu'il appartient à l'État de vulgariser les règles de droit, mais aussi rapprocher non seulement les institutions républicaines, mais aussi les institutions judiciaires aux justiciables. C'est-à-dire l'État doit créer aussi, après, parce que si on incite beaucoup sur les citoyens, il faut aussi un peu taper un peu sur l'État. L'État doit créer ces conditions, faire en sorte que les autorités administratives là s'y trouvent pour permettre aux citoyens, parce que si on dit que lorsqu'un citoyen célèbre le mariage devant à la mosquée, ce mariage est réputé être nul et non avenu, alors il appartient à l'État de muter un fonctionnaire qui est habilité en la matière pour permettre aux citoyens, cette fois-ci, c'est ici que vous devez célébrer votre mariage avant d'aller à la mosquée, avant d'aller à l'église. Donc il appartient à l'État aussi de créer ces conditions. Parce que si nous voulons aussi trop inciter sur le citoyen, ça va être un peu une sorte de disparité. Voilà, toujours, pour dire que c'est possible de rapprocher les justiciables à la justice, il y a les cours, des tribunaux. Par exemple, nous sommes à Conakry, il y a des cours d'appel de Conakry, plutôt une cour d'appel de Conakry, il y a la cour d'appel de Kankan, il y a les tribunaux à travers les régions administratives. Donc cela permet aux personnes qui se trouvent dans ces régions administratives, ou bien dans les villages éloignés de ces régions administratives, de pouvoir être un peu proches. Donc si on me dit que c'est un peu loin, tout ça, c'est pas jusqu'à Conakry, quand même. C'est dans la région et tout ça. D'accord, vous minimisez la solution. Moi, je propose une solution. Je propose une solution. C'est celle qui consiste à faire une sorte d'analogie. Parce qu'en établissant le testament, par exemple, le testament authentique, la loi dit que le testament authentique peut être établi soit par un officier ministériel, le notaire, soit par un officier public. Donc, officier public, c'est une notion qui est large. Ça peut être le chef du village, le préfet, ainsi de suite. Donc, on donne aussi la possibilité aux officiers publics de célébrer le mariage. J'ai pensé à un moment donné qu'il y avait des substitutions possibles. D'accord. Voilà. Donc, on va prendre à évoluer. Maintenant, on va voir la polygamie. Parce que nous avons parlé justement de la succession. Nous avons parlé du mariage et ses conséquences juridiques. Il y a la polygamie. Aujourd'hui, c'est une réalité aussi qui fait très rage dans notre société et qui a des incidences même fondamentalement sur les deux précédents sujets que nous avons évoqués. Comment est-ce que vous percevez du point de vue du droit la polygamie? Quand est-ce qu'on peut être polygame?
Du point de vue de la loi. En parlant du moment pour être polygame, Ouais. Du point de vue de la loi. du point de vue de la loi, Ouais. oui, on sait que la polygamie est interdite, selon l'article 315. Sous réserve. Sous réserve. Alors, c'est qu'il y a des conditions dans lesquelles on peut être polygame. Oui. Par exemple, si on épouse une femme qui a plus de 49 ans. Donc Ou qui bien- est censé être en situation de ménopause. Voilà. C'est bon. Ou bien, on épouse une femme qui était la femme de notre frère. Le Lévira. Voilà. Ou bien, il y a encore une autre situation. Par exemple, on avait une femme, ou plutôt un enfant avec une femme, et on essaie d'épouser cette femme. Donc, il y a plusieurs conditions, dans lesquelles, 4 conditions plutôt, dans lesquelles on peut accepter la polygamie. Vous pouvez renforcer. Oui, pour un peu appuyer ce qu'a dit ma soeur tout de suite, c'est que selon les dispositions de l'article 315 du Code civil guinéen, on dit la polygamie est prohibée sur toute l'étendue du territoire. Interdite. Donc, quand on dit même prohibé, ça c'est le grand frère de l'interdit. Quand on dit quelque chose est prohibé, c'est que c'est plus qu'interdit, c'est au-delà. C'est plombé. Donc, mais il ne faut pas oublier le droit, si un principe est avancé, il y a toujours des exceptions. C'est l'exception qui fait ici la beauté. C'est pour ça que j'ai dit sous réserve. Donc, Sous réserve, c'est oui. pourquoi il y a des conditions. Par exemple, si vous vous mariez à une femme et que la femme n'arrive pas à faire des enfants pour vous, donc vous arrivez ici, vous pouvez passer ici par un médecin qui va réellement déterminer si votre femme ne peut pas ici avoir d'enfants, la possibilité vous est donnée ici de marier une autre femme Par la loi. par la loi. Bien. En plus de cela, vous êtes, comme vous le savez, la coutume a influencé le droit. Ouais. Donc, si par exemple, vous avez votre frère, il avait une femme, donc votre frère décède. Donc, le droit également, la loi vous accorde ici la chance de prendre l'épouse là comme étant votre épouse. Donc, elle va venir se rajouter sur votre femme, même si ça trouve que vous avez une femme, donc Ouais. ça va être deux. C'est valable pour la Oui. femme aussi. En plus Il y a de le cela- Lévira et le Sorara. Absolument. Sorara. Mais si une femme aussi est très avancée en âge, comme disait tout de suite ma soeur, donc à partir de 49 ans, donc et la possibilité est donnée également à l'homme de marier ces genres de femmes. Voici en quelque sorte l'exception ici et à l'article 315 du Code civil guinéen. Bien. La, Oui, allez-y. la polygamie pose assez de débats dans la société guinéenne. Ouais. Je vais aller sur une valeur qui m'a enseigné mon professeur de droit, juge Mohamed Kaba, qui est juge au tribunal de prévention de Mafango. Ouais. Il me disait que le droit doit être qualifié des réalités sociales. La polygamie, c'est le contraire de la monogamie. Ouais. La polygamie, c'est la situation d'un homme qui épouse au-delà d'une femme. Ouais. Il faut être clair, avec des concepts très clairs, Ouais. au-delà d'une femme. Alors, lorsqu'on épouse au-delà d'une femme, on est polygame. Donc, la loi interdit que tout Guinéen épouse une femme au-delà de cette femme. C'est-à-dire 2 femmes, parce que plusieurs commencent par 2. Ouais. Donc, le droit autorise que nous soyons monogames. Ouais. Mais vous savez que c'est une norme juridique qui a été certes insérée dans le Code civil, mais qui, vous connaissez, est incompatible avec les réalités sociales. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ouais. Alors c'est pourquoi justement cette disposition, l'article 315, est en désuétude. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas exécutoire. Elle est exécutoire, elle n'est pas abrogée. Parce qu'il faut faire la distinction entre la désuétude et l'abrogation. Donc lorsque nous sommes en face de la polygamie, il faut se poser des questions dans lesquelles la polygamie est certes interdite. L'article 318 même qui dit que tout individu qui se permet d'être polygame sera frappé d'un emprisonnement de 5 ans à 10 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs guinéens. Vous avez, pour la première fois, le Code civil se prononce sur les sanctions qu'on a comme Oui, mais, c'est le Code pénal. Donc, oui, voilà un peu dans mon observation de la chose. Moi, je pense que c'est une norme juridique qui, en principe, comme le projet du Code civil guinéen est en train, même si ça pose débat, qu'on laisse l'option à l'homme dès le mariage. C'est-à-dire qu'on opte qu'on veut être polygame ou bien monogame au fur et à mesure. Parce que c'est une disposition qui a tellement posé des problèmes que souvent la loi elle-même a ouvert une brèche pour dire qu'il y a certaines situations dans lesquelles... Est-ce que vous avez connu des cas où, par exemple, des femmes, n'est-ce pas, se sont opposées, n'est-ce pas, au mariage de leur mari? C'est-à-dire du point de vue, en utilisant justement la procédure à cet effet. C'est ça, c'est très rare. Parce que c'est très rare justement que les femmes restent en justice. C'est très rare. En la matière, la Parce loi que si vous le faites le plus souvent, on dit non, écoutez, il a envoyé son mari devant la loi et puis finalement, elle est bannie, je ne sais pas. On trouve même que le juge
qu'on saisit, lui-même il est polygame. Voilà, vous nous amenez sur le plan judiciaire, ça pose la question de la procédure pénale, parce que c'est une infraction. Oui. Le fait d'être polygame est une infraction en Guinée. Une infraction, un délit. Ce qui revient à dire que lorsqu'on est polygame, on est poursuivable en justice. Et on peut même être emprisonné. Dans la pratique judiciaire, je vais d'abord parler sur le plan pénal et sur le plan civil, et ce qui se passe dans la pratique judiciaire. Sur le plan pénal, il faut mettre en mouvement l'action publique, c'est-à-dire il faut saisir les instances judiciaires pour permettre l'emprisonnement de votre mari qui a épousé plus de 2 femmes. Vous comprenez que c'est un peu bizarre. Donc la loi dit que c'est la victime qui doit être à l'origine de la plainte. Si en principe, c'est le ministère public qui doit mettre l'action publique en mouvement, dans cette situation, la mise en mouvement de l'action publique est tributaire à l'action de la victime. Mais si la femme qui est restée, qui n'a pas essayé les victimes, elle accepte la résiliation. Alors nul ne peut se prévoir de sa propre turpitude. Le droit ne protège pas les négligents. Cela veut dire qu'en réalité, aujourd'hui même, n'est-ce pas, un monsieur qui épouse une deuxième femme, sans le consentement de sa première, celle-ci peut engager une procédure et les principes justement de répression. Lorsque les conditions dans lesquelles on doit être polygame ne sont pas respectées. D'accord, c'est ce que je dis. Voilà, effectivement. Il y a le consentement de la première femme, justement, qui est requis. C'est pourquoi il y a la publication de banque, fondamentalement le plus souvent qu'on utilise. Cela veut dire donc qu'une femme peut, le jour de la signature, n'est-ce pas, au lieu d'aller pagayer à la mairie, tu sais, elle peut venir engager une procédure et empêcher que ce mariage n'ait lieu, en utilisant justement, en invoquant les principes juridiques. Cela, c'est constant? Bien entendu. Alors, il y a dans la pratique judiciaire, souvent, lorsque vous saisissez le procureur de la République, pour des cas pareils, mon mari est un polygame. Parce qu'on a constaté tellement de cas, vous emprisonnez un mari qui est polygame, après c'est sa femme elle-même qui viendra vous dire, monsieur le juge, pardon, libérez mon mari, ça va, c'est bon, comme ça, moi je laisse tomber. Donc, lorsque nous sommes saisis généralement de ces cas, lorsque les gens sont saisis de ces cas, le procureur généralement, alors on vous donne la possibilité, madame, certes, nous allons apprécier l'opportunité des poursuites. Parce que le ministère public, c'est l'une de ses attributions. Alors, le ministère public apprécie l'opportunité pour dire, dans cette situation, madame, lorsque votre mari est polygame, par conséquent, nous vous incitons à saisir la juridiction civile pour demander le divorce. On ne peut pas l'emprisonner, c'est votre mari. Alors qu'elle ne veut pas perdre son mari, au contraire, elle voudrait toujours maintenir sa place. Voilà, donc on va justement, pour boucler cette émission, voir quelles sont les conséquences juridiques du testament. Quand est-ce le testament justement est requis et quels sont justement ses fondements juridiques? Le testament, l'article 421 dispose que le testament est un acte de volonté, un acte unilatéral de volonté, par lequel une personne certifie la manière dont ses biens sont répartis après sa mort. Donc, lorsqu'on conçoit la notion du testament, on se rend compte que la loi nous ouvre une brèche, nous en tant que personnes vivantes, avant de mourir, de faire des libéralités, c'est-à-dire des actes de bienséance. J'ai ma fille vraiment qui étudie très bien, ou l'autre fille, souvent, ça nous revient dans la tête. Par conséquent, la villa qui est à Kosa, cette villa-là, je te l'attribue. Donc, il y a un testament holographe qui est établi par la personne elle-même. Il y a un testament authentique qui doit être authentifié par un officier ministère ou un officier public. Et il y a un testament verbal qui est une spécialité guinéenne. Lorsque la personne, par exemple, est dans une situation où elle ne peut pas parler, elle ne peut pas écrire, ni on ne peut pas aussi aller devant l'officier de l'État, l'officier ou un officier public ou un officier ministériel. Alors, le testament est établi, ça dépend des testaments, parce que chaque testament obéit à des conditions. L'impact du testament sur le droit successoral, la loi dit que le testament ne peut porter que sur la quotité disponible. Et cette quotité disponible, elle est de 1/3. Donc, lorsque le testament porte atteinte à la réserve héréditaire qui est de 2/3, il y a des actions qui nous sont ouvertes. Mon papa a donné la villa à mademoiselle X. Mon papa est décédé. Alors, par conséquent, lorsqu'on fait la marche successorale, on se rend compte que la villa qui a été donnée à M. X a atteint à la réserve héréditaire, c'est-à-dire qu'il y a une atteinte. La loi dit on dispose des actions. Il y a l'action polienne ou l'action oblique. La villa, là, on la ramène encore dans le patrimoine. On fait l'état des lieux
Et ensuite, maintenant, on fait la mais il se trouve fondamentalement qu'il y a, il y a le titre de propriété aussi. Oui. Lorsque le papa dispose fondamentalement de biens, il lui est loisible, n'est-ce pas, d'en faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que personne ne peut s'en opposer fondamentalement, sauf s'il touche, en tout cas du point de vue... À la réserve héréditaire. La réserve héréditaire fondamentale, c'est quand l'unique maison, par exemple, dont il dispose, il n'a pas le droit d'en toucher. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire sortir sa famille pour, n'est-ce pas, soit vendre ou donner. Je dis alors, c'est technique. C'est technique. Il faut l'intervention d'un notaire. C'est technique. Le droit de propriété est un droit absolu. Mais à côté de ce caractère d'absolutisme, il y a des exceptions. C'est certes vous, vos biens, vous êtes vivant, c'est vos biens. Vous en donnez. Vous en donnez. Comme vous voulez. Comme vous voulez, quand vous voulez. Mais on ne peut pas attaquer justement ce que vous avez donné fondamentalement en titre de propriété. Bien sûr, la loi dit, dès lors que ce que vous avez donné à votre vivant a atteint à la réserve héréditaire. Justement, on n'a pas défini parce qu'on ne sait même pas. On ne connaît même pas ce que vous avez. Parce qu'il n'y a pas d'acte de notariat pour indiquer, n'est-ce pas, à chaque famille, comme c'est le cas par exemple en Occident, on connaît justement les biens, les limites, les contours des biens de chacun. Donc en fonction de ça, il y a quand même une suite. Ici, fondamentalement, tu peux avoir même des propriétés que même ta famille ne connaît pas, même tes enfants. À plus forte raison. Donc, il y a une problématique très floue à ce niveau. C'est pourquoi nous sommes... C'est pourquoi, et à ce niveau, c'est un droit qui est technique, qui nécessite l'intervention du notaire. Parce que lorsque le déquisus meurt, lorsque la personne meurt, c'est bien d'abord, on doit... Oui, mais quand le notaire vient... Le notaire fait l'inventaire des biens qu'il a la connaissance. C'est ça que je suis en train de dire. Ce sont les biens qu'il a la connaissance. Mais si, par endroit, on suppose que c'est seulement les biens qu'il a la connaissance qui vont entrer dans le cadre du partage. Mais c'est ceux qui, en fait, n'ont pas connu la libéralité fondamentale, n'est-ce pas, du propriétaire de son vivant. Alors donc, je vais devoir vous quitter. Je pense que nous avons évoqué des questions aussi importantes, n'est-ce pas, que celles qui portent aujourd'hui sur la vie civile de tous les jours, le comportement citoyen, et fondamentalement, et qui d'ailleurs hante et déchire beaucoup de familles. Du fait, alors concrètement, vous qui êtes travaillé sur la matière de droit, quels sont vos derniers mots par rapport à ces différentes questions qui portent fondamentalement sur l'héritage et ses conséquences juridiques? Je vais commencer par Monsieur So. Ok, et le dernier mot, je m'en vais à dire ici deux mots. Premièrement, d'abord, je fêterai ici aux justiciables. Dire que tout le monde doit avoir confiance à la justice. La justice n'est pas là, c'est-à-dire pour violer nos droits. Elle ne devrait pas être là pour le faire. Plutôt de nous rétablir ici dans nos droits. Donc c'est d'avoir confiance à la justice en cas de problème, en cas d'héritage ici, de faire ici face à la justice, puisque la justice est l'institution ici à mieux placée pour pouvoir trancher ces genres de litiges. En plus de cela, j'ai dit aussi à l'État de mettre tout ici en œuvre pour pouvoir faciliter ici c'est-à-dire l'accès à la justice, puisque concernant ici le mariage, comme vous avez posé tout de suite le problème, c'est qu'on doit faire de telle sorte que les institutions judiciaires se rapprochent et au plus possible, c'est-à-dire rapprocher la justice des justiciables. Absolument. Vous avez dit de faire confiance à la justice, ce que peut-être vous n'avez pas dit, n'est-ce pas? C'est aux juges aussi de mériter la confiance justement des justiciables. Oui, mademoiselle. Moi, ce que je vais dire au public, c'est de savoir comment pouvoir connaître ses droits. C'est de connaître ses droits. Parce que quand on ignore nos droits, vraiment, c'est difficile. Et pourquoi pas ses devoirs aussi? Ça, quand même, c'est une autre chose. Quand on connaît ses droits, c'est très important. Mais en parlant toujours de cela, je vais dire que l'État doit mettre les moyens en place pour pouvoir aider la justice à être proche des justiciables. Et on doit aussi toujours se référer à la loi. Je veux parler bien sûr des justiciables, par exemple, des gens qui se marient en ne tenant pas compte de la loi, ou bien se marier dans des villages, quand même, selon les règles coutumières, quelque chose comme ça. On doit se baser sur la loi et faire tout dans la conformité des règles. Bien, Monsieur Milimono. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Nous avons beaucoup à dire, mais nous allons résumer en quelques mots. Le thème sur lequel nous étions tout à l'heure en train d'intervenir est très vaste et technique. Mais nous pensons qu'avec les petites expériences que nous avons partagées sur ce plateau, les uns et les autres qui nous ont suivis,
ont compris de part et d'autre que la notion est tellement large qu'il faut l'appréhender sur ses pincettes. Donc, comme vient de le dire tout à l'heure mon étudiant, mon mot de la fin, c'est de permettre surtout la vulgarisation des règles de droit. Il faut vulgariser les règles de droit dans toutes les langues nationales. Et cette vulgarisation ne peut pas aller sans l'apport, vous, les médias. Et sans nous aussi l'apport de nous, les juristes, pour venir au fur et à mesure vous confronter, vous affronter pour permettre à ce que ces lois-là soient vulgarisées. Et ensuite, il faut aussi aider aux citoyens, c'est-à-dire faciliter les citoyens aussi à mieux comprendre les règles de droit et à pouvoir les assimiler et les appliquer. Parce que si cette situation n'est pas posée, on va beau parler sur le droit, sur l'application de la règle de droit, on ne pourra jamais aboutir à une fin sollicitable. En fait, je le souhaite. Je pense que c'est l'essentiel et je vous remercie très franchement. Voilà, amis téléspectateurs, merci d'avoir pratiqué cette émission Justice et démocratie qui a porté sur un sujet particulièrement intéressant. Il s'agit justement de l'héritage et ses conséquences juridiques. Nous avons parlé également justement du mariage et ses conséquences juridiques, de même que la polygamie, mais aussi le testament. Je pense que c'est une façon de rapprocher la justice des justiciables, car ce sont des pratiques quotidiennes justement qui portent atteinte à la vie citoyenne. Et pour parler justement de ces sujets d'importance capitale, j'ai reçu ici même au plateau de la télévision nationale M. Bion Milimono. Il est chargé de cours de droit dans les universités de la place, et avec lui dans cette émission Justice et démocratie, mademoiselle Fatmata Keita, elle est étudiante en licence 3 droit des affaires, et M. Mamadou Aliou So est étudiant en licence 3 également carrière judiciaire. Trois jeunes invités justement de taille dans cette émission Justice et démocratie qui vous a été proposée par Abdoulaye Djibril Diallo. Nous avons parlé justement de justice, et comme le disait justement le cardinal Robert Sarah, il faut croire, à défaut de croire en la justice, croyez en Dieu et vous y trouverez Dieu. Et cette émission vous a été proposée par Abdoulaye Djibril Diallo, et merci de l'avoir pratiquée.